Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau Libre Journal, le Libre Journal des entrepreneurs, dirigé par Louis Laboca et Hugues Sérapion. Et aujourd'hui, comme tout entrepreneur est d'abord celui qui essaye d'anticiper le futur, nous allons nous intéresser à des questions de prospective à la fois économique, mais aussi relative à la nature et à l'environnement. Alors, pour nous accompagner dans cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Denis Lacroix. Denis Lacroix, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre micro. Vous êtes docteur, spécialiste d'agronomie et de sciences marines. Vous êtes chercheur, expert en prospective. Vous avez à la fois beaucoup travaillé pour les grandes institutions nationales et internationales. Et vous avez aussi une très grande expérience de terrain. Et c'est justement à l'aune de cette expérience de terrain et de votre bagage scientifique que vous vous êtes penché sur la tentative de compréhension du monde dans l'avenir, 2030, 2050, 2100, que ce soit en matière de nature, d'environnement, d'océan, etc. Que nous réserve le futur? À quoi devons-nous nous attendre? Que pouvons-nous faire justement pour le préparer au mieux? Eh bien, c'est ce que j'espère nous allons voir tout au long de cette émission. Avec grand plaisir. Alors, Denis, est-ce que vous pouvez vous situer et vous situer par rapport à nos auditeurs, puisqu'il y a deux grandes parties dans cette émission, la partie entrepreneur et ensuite la partie prospective, en quelques minutes, de façon à ce que nos auditeurs sachent à quoi s'attendre dans les minutes qui suivent. Eh bien, je suis né à Lyon, pardon. J'ai vécu 10 ans à Paris, puis ensuite tout le reste de ma scolarité à Lyon. Et puis, je me suis intéressé très vite à la mer par le biais de mes études et à la nature par le biais de l'agronomie. Et j'ai eu très vite ce goût de la mer, donc parce que j'ai été chez les scouts marins, longue expérience assez tôt, et ça m'a imprégné dès le début. J'ai su que je voulais travailler dans ce domaine-là. Et bien sûr, il y a bien d'autres domaines qui m'ont intéressé, notamment l'écriture, la lecture. Et donc ça, c'était complémentaire de cette approche un peu sensible. Et donc, je me suis orienté assez tôt vers ce monde-là. Tout en faisant beaucoup d'autres choses par ailleurs. J'aimais beaucoup le sport, la montagne, effectivement, et habitant à Lyon, il y avait beaucoup d'opportunités. Et donc, c'est grâce à l'opportunité de mon service national que je suis parti en Polynésie pour travailler de manière un peu fortuite sur l'aquaculture des crevettes tropicales, ce qui était quelque chose d'extraordinairement nouveau, évidemment, pour moi, à 23 ans. Et puis, ça a décidé du reste de ma carrière. Et après, plus tard, je me suis orienté vers les réflexions sur l'avenir. Et donc, ça a aussi structuré ce virage vers la prospective en général. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas un théoricien, vous n'êtes pas sorti d'université en faisant de la prospective, vous êtes passé par une phase intermédiaire assez longue, avec un certain nombre d'aventures, on peut parler d'aventures, dans différents endroits, éloignés, avec des rencontres de populations diverses, la mise en œuvre de moyens qui étaient parfois rudimentaires, bien qu'à l'époque vous travailliez pour de grandes institutions. Peut-être avant de parler de ce parcours d'entrepreneur, puis de spécialiste de la prospective, j'aimerais qu'on revienne sur vous en tant que personnalité, en tant que personne, pour savoir ce qui vous a déterminé pour la suite. Dans la phase initiale de votre vie, on va remonter comme d'habitude à la petite enfance et puis on ira jusqu'à vos études et puis ensuite on repassera à la partie entrepreneuriale. Est-ce que quand vous puisez dans votre mémoire, vous dites, tiens, et vous avez fait allusion au scout marin, mais il y a peut-être encore d'autres choses, on pourra y revenir. Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont un peu déterminé à faire ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai fait pendant toute ma carrière très tôt? Alors, je pourrais dire qu'il y a un double mouvement. D'abord, c'est tout l'espace fictionnel que représente la lecture, la littérature en général, qui ouvre un monde immense. Et j'ai toujours aimé lire depuis très tôt, et ça m'a aussi donné le goût de l'écriture. Donc ça, c'est quelque chose qui est très ancien, au point que, à 16 ans, j'ai commis un premier livre, qui a été ensuite retravaillé sur les conseils d'un éditeur
et qui finalement a été édité à 23 ans. Donc l'expérience de l'écriture et de la Pirate diffusion... Viking. Voilà, Il y c'est avait déjà la c'est mer. l'aventure. Oui, Ouais. déjà la mer. C'était quoi le contexte de ce livre, hein? Alors en fait, c'était lié au fait du désir de vivre d'aventure sur la mer. Et donc l'épopée des Vikings m'a toujours fasciné, hein, cette capacité de prise de risque sur une des mers les plus dures du monde, hein, l'Atlantique Nord, hein, avec des bateaux non pontés, avec un seul mât, une seule voile et un système de navigation extrêmement rudimentaire. Et ça me paraissait vraiment, pour moi, le summum de l'aventure. Donc j'ai brodé là-dessus, suite avec mon imagination de jeune homme. Donc ça a plu, et tant mieux. Et puis après, ça m'a donné le goût de l'écriture pour d'autres choses. Et puis le deuxième élément, c'était que très tôt, mes parents nous ont emmenés un peu à droite, à gauche, à la mer, à la montagne, à l'étranger. Et donc je me suis aperçu de la diversité du monde. Et ça m'a toujours fasciné. C'est bien de vivre dans son petit village, et on peut y être très heureux d'ailleurs, hein, mais le monde est vaste, et ça vaut la peine de voyager, d'aller à la rencontre de l'autre, de sortir de son milieu, de son pays, de sa langue, parce que on ne cesse jamais de découvrir et d'apprendre. Alors, cette rencontre avec l'étranger au sens large du terme est effectivement déterminante pour la suite, puisque vous avez derrière été beaucoup à l'étranger sur le plan international avec beaucoup de réalisations différentes. Vous parliez de vos parents qui vous ont emmené. Vous qui êtes scientifique, est-ce que ça vient de vos parents ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous ont déterminé dans cette voie? Alors, c'est une question assez personnelle, mais qui en même temps est très intéressante, parce que les parents, mon père était agent maritime, il faisait des affrètements, et donc on était déjà dans le monde des bateaux, hein. Son premier poste a été à Port-la-Nouvelle d'ailleurs, hein. Donc le monde de la mer était en filigrane derrière. Mais ils m'ont laissé complètement libre de mes choix, et je me souviens très bien qu'en terminale, au moment où il fallait faire des choix, à l'époque Parcoursup n'existait pas, donc on s'inscrivait de manière un peu classique. Et donc j'hésitais entre être prof de philo et travailler comme dans l'environnement. Donc c'est très divers. Et puis finalement, donc ils m'ont conseillé de prendre une formation scientifique, parce qu'on peut toujours après obliquer vers la philosophie ou l'histoire des idées ou le domaine plus, je dirais, plus littéraire, alors que l'inverse n'est pas vrai. Donc j'ai suivi cette recommandation, et finalement j'ai été très heureux, parce que ça m'a donné un socle de connaissances assez robuste, assez tôt, et ce qui m'a permis ensuite de progresser dans beaucoup de domaines, pour après essayer de faire une sorte de super synthèse en utilisant une approche beaucoup plus pluridisciplinaire dans laquelle je me sentais à l'aise. Alors vous avez fait l'agro, mais vous avez choisi très tôt l'océanographie. C'est pas surprenant par rapport à ce que vous nous avez dit juste avant. Ça. L'agronomie a l'avantage d'ouvrir à beaucoup de disciplines. On fait de la biologie, bien sûr, mais de la géologie, de la chimie, des maths, de la physique, etc. Plus une approche un peu sociologique, trop faible à l'époque, et un peu économique, trop faible à l'époque aussi. Mais il y avait cette vision un peu intégrée qui m'intéressait beaucoup, cette approche pluridisciplinaire d'un milieu naturel, je dirais, qui est petit à petit artificialisé par l'homme. Mais ce qui m'intéressait, c'était la mer. Donc finalement, le grand enjeu, c'était alors que nous sommes encore à l'époque paléolithique concernant la mer, c'est-à-dire nous vivons de chasse et de cueillette, puisque dans la mer, le gros des ressources marines venait de la pêche. Quand j'ai commencé donc ma dernière année d'études d'agronomie, en 1976, eh bien, la pêche représentait 70 millions de tonnes et l'aquaculture 5 millions de tonnes. Donc vous voyez, on était vraiment dans la cueillette, on était dans le paléolithique. Et le grand enjeu pour moi, c'était de faire ce basculement vers le néolithique dans la mer, c'est-à-dire de cultiver la mer. Et cette grande aventure fait qu'aujourd'hui, j'ai pu participer à cette émergence d'un secteur nouveau, puisqu'aujourd'hui, l'aquaculture a dépassé la pêche. 85 millions de tonnes d'aquaculture. En France ? Dans le monde. Je parle à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, d'accord. Donc c'est vraiment une évolution extrêmement spectaculaire. Il y a eu une création de richesses à partir de la mer, donc dans tous les domaines, les poissons, les crustacés, les mollusques, les algues, à beaucoup de niveaux différents. Donc cette révolution du néolithique dans la mer,
eh bien, ça m'a passionné pendant 40 ans. On va revenir sur les défis qui ont suivi. Est-ce que vous vous souvenez de défis que vous vous êtes lancés quand vous étiez adolescent ou un peu plus tard, qui vous ont marqué? Vous parliez de sport, vous parlez aussi de culture d'une façon assez spontanée. Est-ce que vous avez retrouvé ces défis à travers certaines réalisations quand vous étiez plus jeune? Est-ce que ce leadership que vous incarnez à travers les prises de position qui ont suivi, vous l'avez déjà éprouvé lorsque vous étiez plus jeune? Oui, alors sous différentes formes. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de ce livre, un peu, enfin, une anecdote, mais en fait, se mettre au défi d'écrire un livre à 16 ans et d'aller jusqu'au bout, et d'avoir le culot de l'envoyer à un grand éditeur qui était Robert Laffont, c'est quand même un sacré défi, ne serait-ce que pour terminer l'écriture et que ça tienne debout. Donc voilà, et d'ailleurs fort sagement l'éditeur m'a dit reprenez le livre quand vous aurez un peu plus de bouteilles et puis reproposez-le nous et on verra ce qu'on peut faire. Donc ça c'est une sorte de défi. Une autre forme de défi, c'était sur la mer. Bon, j'avais une approche relativement passive de la mer. Bon, bien sûr, c'était surtout les activités classiques balnéaires. Mais ce qui m'intéressait, c'est d'apprendre à diriger un bateau. Et donc ça, c'est quand même une formation. Et puis, c'est aussi être capable d'assumer des responsabilités, parce qu'il ne fait pas toujours beau sur la mer. Donc, petit à petit, prendre des responsabilités. Et je m'étais dit, j'aimerais un jour maîtriser assez ça pour être moniteur de voile. Et donc, alors que je faisais des études qui me prenaient pas mal de temps, j'ai quand même tenu à réaliser ce rêve un petit peu, d'aimer la voile au point de l'enseigner. Donc là, se pointe ici un troisième goût assez fort chez moi et assez précoce, c'est le goût de transmettre. Et donc, j'ai à 18 ans passé mon permis de moniteur de voile, ce qui m'a permis d'enseigner en club et de découvrir aussi le sens des responsabilités à la mer. Comme on dit, à la mer, c'est comme à la montagne, on ne triche pas. Et donc, il faut vraiment assumer des responsabilités parce que, même si on n'est pas seul maître à bord, en tout cas, on doit prendre souvent des décisions qui engagent non seulement soi-même, mais un équipage. Et ça, c'est, je trouve, un défi qui est passionnant, puisque dans d'autres circonstances, on retrouve ce type de prise de responsabilité, notamment dans le monde de l'entreprise. Très bien, merci pour cette courte présentation de ce qui vous a marqué. Nous allons aborder le sujet d'après, c'est-à-dire la partie entrepreneuriat, qui a commencé juste après votre service national et qui a commencé par des petites missions qui ont grossi au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez nous synthétiser ces missions successives qui ont correspondu à chaque fois à des missions d'entrepreneuriat? Oui, finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que même si j'avais pris la voie de la recherche, puisque après mon service national, donc le CNEXO, le Centre national pour l'exploitation des océans, qui est devenu IFREMER plus tard, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et qui a été ma boutique pendant 40 ans, eh bien, faisait ce qu'on appelait de la recherche finalisée. C'est-à-dire qu'on menait des recherches sur un certain nombre d'espèces pour justement participer à cette grande aventure de l'aquaculture. Et la France ayant un certain nombre de territoires outre-mer, et avec une forte pression d'utilisation des ressources locales, l'idée était d'essayer de développer des élevages d'animaux marins tropicaux pour fournir notamment les marchés du tourisme et d'éviter trop de pression sur la pêche locale. Donc c'était tout à fait justifié. Et donc là aussi, un des défis qui m'a été posé très jeune, puisque moi, jeune agronome, je débarquais à Tahiti et puis on m'a dit... au Centre océanographique du Pacifique, et on m'a dit, voilà, on aimerait élever une crevette géante tropicale d'eau douce qui est très prometteuse, seulement on n'arrive pas à maîtriser l'élevage larvaire. L'élevage larvaire, c'est grosso modo un gros mois pendant lequel on passe d'un œuf, qui est minuscule, qui est gros comme une tête d'épingle, à un petit juvénile qui ressemble à l'animal futur, et il y a 11 métamorphoses successives. Et ça, c'est très compliqué à gérer parce que l'animal est tout petit, il est extrêmement vulnérable aux maladies, etc. Et donc, c'était ce qu'on m'a demandé en septembre 1976 de résoudre avec toute une équipe qui était autour de nous. Mais moi, j'y connaissais pas grand-chose, évidemment, en dehors de mes connaissances générales. Ça, c'était un vrai défi. Et donc, cette approche-là, heureusement, qui s'est
terminé par la mise au point d'une méthode, une des meilleures méthodes d'élevage toujours aujourd'hui au monde de cette espèce, a été développée ensuite dans les autres territoires et départements d'outre-mer. Et donc, cette recherche, elle était finalisée, elle était à vue d'application. Donc après, il fallait transférer ce savoir-faire à des entreprises, à la fois au niveau des écloseries, donc la maternité pour crevettes, qui permettait ensuite de diffuser, de relarguer des juvéniles dans les bassins construits par des entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'après Tahiti, je suis parti aux Antilles avec carte blanche, si je puis dire, pour essayer de monter ex nihilo une filière de crevettes d'eau douce aux Antilles, puis après en Guyane. Donc ça a pris pratiquement 12 ans de ma vie. Et donc, j'ai été sans arrêt en interface entre le monde de la, disons, recherche finalisée, puisqu'il fallait sans arrêt adapter les méthodes qu'on avait au contexte, et la demande locale avec des entrepreneurs qui, eux, venaient du monde agricole, alors le monde de la banane, par exemple, le monde de la canne à sucre, le monde de l'ananas. Bon. Et donc, c'était des producteurs terriens, je dirais, qui étaient spécialisés dans les productions agricoles, relativement industrielles, et qui étaient intéressés par compléter leur production par un élevage de crevettes, dont les prix à l'époque étaient très élevés parce qu'il y avait déjà de la surpêche. Donc j'étais en permanence en interface avec à la fois la mise au point permanente des systèmes d'écloserie et de grossissement, et avec des entrepreneurs qui me disaient comment est-ce qu'on peut améliorer les rendements, optimiser le renouvellement d'eau, les systèmes de pêche, etc., etc. Alors, vous débarquez en Martinique, il faut constituer une équipe, comment ça se passe? Alors, en fait, il y avait déjà une petite équipe qui avait démarré une forme d'aquaculture, mais qui fonctionnait très mal, parce que à la fois l'écloserie, qui avait une ancienne méthode, n'assurait pas la fiabilité de fourniture des post-larves, et deuxièmement, les rendements étaient très faibles, donc il n'y avait pas de décollage. Alors, moi, j'avais un inconvénient, c'est que je venais de l'extérieur, et donc, je risquais de remettre en cause les méthodes existantes. Donc, il a fallu d'abord beaucoup de diplomatie pour pouvoir faire avancer les choses. Alors que dans le domaine de la science et de la recherche, on a tendance à considérer que quand une technologie est objectivement meilleure, elle devrait s'imposer naturellement. Bon, j'ai rapidement appris que ça ne suffisait pas et que dans ce genre en recherche-développement, le plus important, ce sont les rapports humains. Donc ça, c'était une très bonne première leçon. Et petit à petit, donc, ça a fonctionné grâce à l'implication de beaucoup de gens. Et on a développé en l'espace, donc j'y suis resté 6 ans. Pardon de vous interrompre, Denis, mais dans l'apprentissage de ces rapports humains, il y a eu une première phase de découverte d'une situation pas forcément simple. Et qu'est-ce que vous en avez retiré pour passer à une phase d'efficacité dans la relation humaine? Alors, d'abord, quand on arrive, on observe ce qui se passe. Et effectivement, j'ai commencé par aller à la rencontre des personnes. D'ailleurs, aussi bien le personnel politique, puisque l'opération était soutenue par le Conseil régional de la Martinique. Donc, apprendre à connaître quels étaient les gens importants, les gens influents, les maires qui soutenaient ces initiatives. Après, les entrepreneurs qui étaient intéressés. Après, les équipes sur place qui étaient mobilisables. Donc ça a pris du temps, surtout qu'entre-temps, il y a eu un cyclone qui est passé en 79 sur la Martinique, le cyclone David, qui a tout remis à plat pendant 6 mois. Donc il a fallu redémarrer de zéro, donc s'habituer à des impondérables. Ce qui a été important aussi, c'est que je me suis dit, si je veux pouvoir communiquer avec les gens, il ne faut pas que je reste dans une posture extérieure. Donc j'ai décidé d'apprendre le créole. Alors bon, là-bas, comme on dit en commune, c'est-à-dire sur le terrain, on ne parle pas le français de Voltaire, on parle le créole. Et donc, je me suis dit, donc déjà ce goût pour les langues, il faut que j'apprenne le créole, qui est une langue très imagée, très originale. Évidemment que je ne parlerai jamais avec le style local, mais le fait d'avoir fait l'effort d'apprendre la langue locale a beaucoup amusé les gens avec lesquels je travaillais. Et donc, on m'a sugré de cet effort pour aller vers les gens, comprendre leur culture. Et la culture des Antilles françaises et de la Caraïbe en général est extrêmement riche. Donc, c'était un petit signe du fait que je m'intéressais vraiment non seulement au développement de cet élevage, mais également aux personnes et à leur culture. Et ça, ce petit détail, à mon avis, a beaucoup joué en ma faveur pour me faire accepter par les Antillais.
Alors justement, ces entreprises, elles viennent à vous comment pour justement décider de produire ou de ne pas produire de la crevette? Alors, le Qu'est-ce point qui de départ, fonde la décision? bien sûr, le point de départ, c'est d'abord qu'on puisse démontrer qu'il y a un apport fiable de juvéniles tout au long de l'année, quels que soient les aléas. Et ça, c'était l'immense avantage de la méthode qui a été mise au point. C'était une méthode donc extrêmement contrôlée. Donc, malgré les aléas extérieurs, quel que soit le temps, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, eh bien, on était capable de produire de manière régulière les centaines de milliers de juvéniles que nous demandaient les producteurs potentiels. Deuxième élément, on a pu assez rapidement, quand je dis on, c'est que moi j'étais seul sur place, mais je pouvais compter sur le soutien du CNEXO à l'époque, hein, même à distance. Il faut imaginer qu'à l'époque c'était Qui est compliqué. donc une filiale plus ou moins, enfin un département de l'Ifremer, si j'ai bien compris. Voilà, donc il y avait un département aquaculture Mmh. au sein de l'Ifremer, et donc qui apportait son soutien Mmh. aux personnes qui étaient dispersées un peu partout dans le monde. Et à l'époque, il y avait également aussi une structure qui s'appelait France Aquaculture, qui soutenait ce genre de projet un peu partout dans le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a eu un essor extraordinaire de la crevetticulture dans le monde, parmi les premières écloseries au monde qui ont été construites, c'est fait par des Français. On a un peu oublié, notamment en Équateur, qui est un grand pays exportateur. La première écloserie industrielle construite dans la baie de Guayaquil, elle est faite par les Français qui venaient de Tahiti. Donc on était vraiment en pointe. Il y avait les Américains, les Japonais et nous, pour faire simple, hein. Donc on n'était pas ridicule du tout. Alors, ce qui était important pour convaincre, pour répondre à votre question, pour convaincre les investisseurs potentiels, c'était de leur montrer que, un, ils pouvaient avoir de manière fiable et régulière des juvéniles pour ensemencer leur bassin, et que, deux, les méthodes de grossissement, nourrir, récolter, gérer l'eau, etc., eh bien, étaient fiables et leur permettaient d'assurer des rendements, pour faire simple, entre 1,5 et 3 tonnes par hectare et par an. Alors avec un prix qui était très élevé, puisqu'à l'époque c'était une rareté, hein, on pêchait ça dans les rivières, et donc ça s'appelait le wassou, hein, en créole le roi des sources, et donc c'était vraiment considéré comme une délicatessen, hein, quelque chose d'exceptionnel, et les restaurateurs se les arrachaient, etc. Donc c'était considéré, parce que ça existait déjà, cette espèce, c'était considéré comme un mets remarquable, local, valorisable par toutes sortes de recettes créoles notamment, et donc ça avait beaucoup d'intérêt. Et donc on pouvait avoir des productions complémentaires parce que les espaces disponibles étaient faibles. Les Antilles, c'est quand même très montagneux, hein. Donc pas de grandes fermes industrielles, des petites fermes, mais qui pouvaient être mises en œuvre en complément d'activités agricoles traditionnelles. Et alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de rupture d'égalité en matière concurrentielle? On appellerait ça aujourd'hui avec l'Europe d'aide d'État vis-à-vis de ces structures, puisqu'il y a la recherche financée par le secteur public qui vient au service de quelques entreprises. Alors, oui, dans un premier temps, c'est ce qu'il fallait faire pour démontrer la faisabilité du système. On peut difficilement lancer une opération de développement uniquement sur la base d'une technologie, même si sur le papier, elle apparaît fiable. Donc, il fallait un certain nombre de pionniers qui disent « D'accord, banco, on joue le jeu. » On partage les risques. Voilà, on partage les risques, on démarre. Et puis, comme assez rapidement, disons en 3 ans, on a pu démontrer que la méthode était fiable, qu'elle permettait d'être rentable. Eh bien, le système s'est auto-alimenté. C'est-à-dire que l'État s'est désengagé. Il y a des coopératives qui se sont créées, une à la Martinique, une en Guadeloupe, parce que je suis beaucoup intervenu en Guadeloupe aussi. Et donc, elles ont pris en charge le financement des écloseries et de l'assistance technique. Donc, petit à petit, je me suis retiré. Et au bout de 5 ans, eh bien, le système fonctionnait avec sa propre rentabilité. C'est un très bel exemple, j'allais dire, de PPP, de partenariat public-privé, dans le bon sens du terme. Autre question quand même, vous dites qu'ensuite, dans le monde entier, on s'est mis à faire, entre guillemets, comme les Français. Mais est-ce à dire que nous n'avons pas su déposer les bons brevets pour justement sécuriser notre savoir-faire ? Alors, je ne dirais pas ça comme ça. Effectivement, dès qu'on est exposé à des producteurs, je dirais à l'échelle industrielle, parce que les îles des Antilles sont petites, hein, elles font 1000 à 1500 km², donc elles sont très, très fragmentées, il n'y a pas beaucoup de surface disponible, même s'il y a un gros marché du tourisme, donc on est quand même obligé d'importer
les 3/4 de ce qu'on consomme en produits de la mer. Hein. Donc, ça ne pouvait être qu'un complément. Ça ne pouvait pas représenter des milliers de tonnes, hein, évidemment. Et puis, deuxièmement, ce qu'il faut voir, c'est que autant vous pouvez faire face à une demande locale de consommation, autant dès que vous abordez le marché international, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'à ce moment-là, vous vous heurtez à des pays où les coûts de la main-d'œuvre sont bien plus faibles. Je donne un exemple. Après le succès aux Antilles, j'ai été appelé à développer un peu le même type de projet, mais à une échelle plus importante en Guyane. La Guyane française, donc, il y avait beaucoup d'eau douce, des terrains plats, donc ça paraissait. Et puis en plus, il y avait beaucoup d'argent qui était mis dans le développement de l'agriculture pour équilibrer le développement du spatial à l'époque. Et donc, sur le papier, ça paraissait tout à fait justifié. Alors, j'ai participé à cette grande aventure pendant 6 ans, à partir de la Guyane, où on a construit une écloserie industrielle, une station d'expérimentation et un système d'aide technique auprès des éleveurs dispersés tout le long du littoral guyanais, qui est un littoral très long, 300 km de long entre le Brésil et le Suriname. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est très très grand. Et donc, développer ces élevages-là. La difficulté, elle est apparue assez vite. Parce que quand on a au départ demandé à ce qu'on anticipe sur l'ouverture à l'international, les autorités en place, notamment la direction départementale de l'agriculture, nous ont dit « Écoutez, il n'y a pas grand-chose qui réussit en Guyane, donc démontrez-nous d'abord que ça marche et on s'occupera de l'exportation plus tard. » Et on avait estimé qu'effectivement, le marché local serait saturé aux alentours de 80 tonnes. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose, hein. Mais à l'époque, il y avait 120 000 habitants en Guyane, tout compris, et le tourisme était tout à fait marginal. Donc, nous, on a pris notre bâton de pèlerin, on a fait le job, si je puis dire. On a construit les closeries, on a fourni une dizaine de fermes étalées depuis Cayenne jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni, donc vous voyez, tout à fait au nord. Et petit à petit, on a non seulement atteint, mais dépassé les 100 tonnes. Et donc, le marché local a été saturé. Il était hors de question de les exporter vers les Antilles, où on aurait fait concurrence à ce qu'on avait nous-mêmes développé, donc ça n'avait pas de sens. Donc il fallait s'attaquer au marché international. Mais le marché international, si vous voulez l'aborder, nous, comme on est loin de tout, hein, donc il fallait passer en congelé, et on était en concurrence directe avec des produits d'Asie, notamment Vietnam, et pour un prix 2 fois inférieur. Mais qui proposait le même produit ? Absolument. Et donc qui avait donc réussi à avoir les mêmes découvertes que vous du point de vue de l'éclosion des larves? Alors non, parce que c'est une espèce qui est très abondante dans le sud-est asiatique. Elle vient de là. Donc il n'y avait pas besoin d'écloserie. Mais pour le reste du monde, ma question reste quand même la même. Était-il possible de sécuriser, de protéger cette invention française pour ensuite toucher des royalties, comme on dit, des rentes sur l'exploitation de brevets ou de protection sur cette méthode d'élevage? Alors, sur la partie écloserie, éventuellement. Sur la partie grossissement, c'est impossible. Parce que là, c'est des systèmes d'élevage, je dirais. Oui, il suffit de mettre dans des bassins. Absolument, c'est pas très compliqué. Oui, ça, j'ai bien compris. Mais sur cette technique d'éclosion, que vous nous avez bien expliqué, toute la difficulté que vous avez surmontée, n'y avait-il là pas moyen de protéger un savoir-faire au niveau international pour éviter que finalement tous les autres pays qui le souhaitent puissent nous copier? Alors oui, ça a été fait, mais c'est très difficile de le contourner. Quand vous avez des pays qui achètent une écloserie en payant effectivement les royalties dont vous parlez, et puis après ils copient cette écloserie un peu partout, vous n'allez pas les poursuivre quand c'est dans des pays tropicaux où c'est très, très compliqué et laborieux au plan juridique. Donc petit à petit, la méthode a été copiée, elle s'est diffusée avec beaucoup de variantes, je dirais, et d'adaptations. Donc, on ne peut pas dire qu'on pouvait vraiment gagner de l'argent là-dessus. Ce n'était pas d'ailleurs l'objectif initial de la France, c'était surtout de développer des élevages autonomes dans les territoires et départements d'outre-mer, notamment en Calédonie. Oui. Voilà, donc ça montrait la limite du système, mais surtout, on ne pouvait pas jouer dans la cour du marché international, où là, les quantités étaient mises sur le marché étaient de l'ordre de la dizaine de milliers de tonnes, alors que nous, on n'était pas du tout à cette échelle-là, quoi. Donc, on a tenté pendant 2 ans de l'exportation en frais depuis la Guyane jusqu'au marché de Rungis le jeudi soir, afin que ça soit
proposé le vendredi, le jour traditionnel de consommation des produits de la mer en France. Et ça a tenu, mais la rentabilité était beaucoup trop faible. Et je ne vous parle même pas du bilan carbone, mais à l'époque, on ne parlait pas de ça. Non. À l'époque, petite parenthèse sociale, on dirait sociétale aujourd'hui, en Guyane, est-ce que vous pouviez discerner les insurrections qui allaient suivre? Est-ce qu'il y avait des mesures à prendre à l'époque pour les éviter? Alors, quel type d'insurrection Avec les Kanaks? Ah oui, Mais c'est pas alors la c'est en Guyane, là, Calédonie, c'est ça. la- Ouais, en Nouvelle-Calédonie, pardon. Voilà. Alors en Guyane, on n'avait pas ce problème-là parce que la population est très diversifiée, elle n'est pas très nombreuse, il y a un territoire immense, c'est 90 000 km², quoi. Donc en fait, c'est un sixième de la France métropolitaine. Bon, nous, on voit pas toujours ça. Aux Antilles, bon, il y avait bien sûr des mouvements indépendantistes qui secouaient régulièrement l'île. Mais en fait, bon, il y a eu ce qui est apparu, l'éloge de la créolité, hein, c'est-à-dire une société métissée, et que ça a plutôt bien réussi. Les intellectuels on prônait finalement une sorte de métissage culturel, sociétal, qui a beaucoup joué à l'apaisement aux Antilles, même si évidemment il reste nombre de problèmes là-bas. Là, en Calédonie, l'affaire était beaucoup plus compliquée, puisque là, il y avait un clivage extrêmement fort entre les Kanaks d'origine et les Caldoches, hein, donc les descendants des Européens qui sont venus dans l'île, et avec un clivage qui se reflétait dans tous les domaines, en matière d'emploi, en matière de revenus, en matière d'accès aux formations, etc. Et là, il y avait vraiment ce fossé-là qui a généré beaucoup de tensions, puis après un véritable conflit, avec en plus le fait que la Calédonie avait des enjeux stratégiques importants, notamment le fait que il y avait des mines de nickel extrêmement importantes. D'ailleurs, c'est surnommé le caillou, hein, un caillou de nickel. Les réserves de la Calédonie, c'est l'équivalent de la consommation mondiale pendant un siècle. Donc, vous voyez, c'est quand même très stratégique. En plus du fait que c'est dans le sud-est Pacifique, dans une zone d'influence de la Chine. Donc, c'est un territoire stratégique extrêmement important pour la France. Merci Denis. Alors ensuite, le retour en Méditerranée. Quelles ont été les étapes intermédiaires avant d'aboutir à Tunis, je crois? Oui, alors après cette longue expérience outre-mer qui m'a apporté beaucoup, puisque j'ai été appelé à faire aussi des expertises un peu partout dans le domaine de la crevette d'eau douce, notamment dans tout l'arc Caraïbe, et y compris à Cuba, par exemple, ce qui est une expérience tout à fait passionnante. Et puis également en Asie, notamment aux Philippines, où on a construit aussi, là on a exporté le modèle français, hein, dans des conditions tout à fait normales. Hein. Et donc cette rencontre un peu de la ceinture tropicale. Ensuite, donc, après donc, l'échec de la Guyane, ou le demi-succès, on peut dire ça comme ça, puisque finalement on n'a pas réussi à passer l'échelle de la production locale, eh bien, l'Ifremer a voulu essayer de comprendre pourquoi est-ce que, partant avec autant de bonnes intentions, on avait échoué. Donc on m'a demandé de me former en économie, donc j'ai passé un master en économie, et après on m'a demandé d'acquérir une expérience internationale, notamment en étant mis à disposition de la FAO, donc la Food and Agriculture Organization, donc une des commissions des Nations Unies, qui voulait développer l'aquaculture en Méditerranée à partir de la station de Tunis. Donc c'était une aventure assez nouvelle pour moi, et donc, mais en même temps un moyen de rentrer dans le système international et de regarder de près comment est-ce qu'il fonctionnait. Donc je suis allé pendant 3 ans en Tunisie et j'ai visité tous les pays méditerranéens pour essayer de développer un réseau d'information et de développement pour l'aquaculture en général en Méditerranée. Donc la Méditerranée, c'est un climat méditerranéen par définition, c'est pas un climat tropical. L'espèce emblématique, les espèces emblématiques sont les poissons, hein, principalement le bar et la dorade, mais également beaucoup d'autres espèces, et avec des pays très en pointe là-dessus, notamment la Grèce, l'Italie, mais également la Turquie, l'Égypte, et également certains petits pays désireux de développer complètement ce secteur. Alors ça a été passionnant parce que j'ai pu voir rentrer de plus près dans tous les enjeux géopolitiques de sécurité alimentaire de certains pays, comme par exemple l'Égypte, et puis également de
de sécurisation d'une production nationale pour réduire la balance des paiements, notamment en Tunisie. Alors, pour ce qui concerne l'Égypte, je voudrais citer quand même un exemple que je trouve particulièrement éclairant et qui fait un pont avec la prospective. Bon, le problème de l'Égypte, c'est, ils sont très nombreux, hein, actuellement, ils sont 105 millions, avec 1 million d'habitants de plus tous les 9 mois. Et à l'époque, ils devaient être 90 millions, quoi. Et la sécurité alimentaire en protéines était vraiment un enjeu. Ils avaient beaucoup de rizières dans le bas delta du Nil. Mais comme la population augmente et qu'en plus, il y a des prélèvements de plus en plus importants dans les pays en amont, qui sont principalement le Soudan et l'Éthiopie, il y avait de moins en moins d'eau qui arrivait donc à la Méditerranée. Tellement il y avait de prélèvements au cours du circuit du fleuve. Et donc, il n'arrivait que 4% du Nil en Méditerranée et de moins en moins d'eau dans les nappes phréatiques. Résultat, combiné avec la montée du niveau de la mer, petit à petit, les nappes phréatiques côtières se sont trouvées salinisées. Or, on y faisait du riz, à grande échelle. C'est l'équivalent de la Camargue puissance 10, si vous voulez. Et donc, le riz ne peut plus pousser quand il y a les racines dans de l'eau salée. Donc, ils ont été obligés d'abandonner les rizières côtières et ils ont eu cette idée de génie de remplacer les rizières, qui ressemblent beaucoup à des bassins d'aquaculture, puisqu'on gère de l'eau, par des bassins d'aquaculture avec des espèces, comme ils n'avaient pas d'écloserie, récoltées dans le milieu naturel. Et ça a été le départ d'une production extraordinairement réussie, puisqu'on sont passés en 20 ans de 100 000 tonnes, ce qui est tout à fait négligeable pour une population aussi importante, à 1 600 000 tonnes. Donc, ils sont rentrés dans le top 10 des clubs, du club d'aquaculture mondial. Mais aquaculture salée, alors? Oui, saumâtre. Donc, ils sont passés de l'eau douce à de l'eau de saumâtre, c'est-à-dire de l'eau entre 4 et 12 pour 1000. Mais beaucoup d'espèces, en fait, s'adaptent très bien à ça. La dorade et le bar sont des espèces qui s'adaptent très bien à des variations de salinité. Il y avait également des crevettes, il y avait également d'autres poissons comme le mulet, qui sont des poissons habitués à des salinités variables. Donc, ça a été un extraordinaire succès. Donc, je tiens à le mentionner parce que, avec des technologies finalement assez rustiques, une idée de bon sens à cette échelle-là peut se transformer en un résultat remarquable pour l'Égypte. Ainsi, la consommation moyenne de produits aquatiques est passée de 10 kg à 20 kg par habitant et par an. Alors, la moyenne mondiale, c'est 20 kg. Et la plupart des pays de la région MENA, Middle East, North Africa, c'est-à-dire le Moyen-Orient, pour faire Maghreb, Mashrek, pour faire simple, est resté à 10, sauf l'Égypte, qui est donc une exception tout à fait remarquable, avec en plus des poissons qui sont accessibles pour une grande partie de la population, parce que ce n'est pas cher. Le tilapia, ce n'est pas cher. Le mulet, ce n'est pas cher. Et donc, on a pu compléter l'apport protéinique de dizaines de millions de personnes avec un aliment produit localement. Donc, c'est une belle success story, si je puis dire, et qui vaut la peine d'être mentionnée. Est-ce que pendant cette période, vous avez travaillé donc pour la FAO, vous aviez donc des patrons qui vous donnaient un certain nombre d'instructions. Est-ce que vous avez le sentiment que vous étiez au sommet de l'efficacité? Est-ce que, en tant qu'entrepreneur initial que vous étiez, vous avez retrouvé ces vertus dans la pratique quotidienne que vous aviez à accomplir? Alors, c'est une question difficile parce que là, on rentre à l'échelle politique. La FAO travaille pour les pays. Donc, c'est une organisation internationale et donc une des commissions des Nations Unies. Donc, elle a des procédures extrêmement précises. Et donc, on rentre dans un process de contact officiel, de mission officielle, de rapport officiel. Et donc, on ne peut pas tout dire. Et même ce qu'on observe mérite d'être dit. On ne peut pas tout dire. Par contre, il y a un avantage immense, c'est qu'on a une casquette Nations Unies. Et donc ça confère une certaine autorité. Et en plus, quand on est un expert scientifique, on a des collègues, des équivalents, des alter ego, si je puis dire, dans tous les pays. Donc moi, j'ai énormément apprécié cette situation qui me permettait de discuter de plein pied avec une équipe de recherche dans tous les pays méditerranéens, parce qu'il y avait pratiquement des correspondants partout, mais en remontant jusqu'au ministre. C'est-à-dire que ce n'était pas rare que j'ai accès au directeur de cabinet ou au ministre de l'Agriculture et de la Pêche
pour lui parler de problématiques de développement. Et ça, évidemment, c'est une chance exceptionnelle. Je ne l'aurais jamais eu en tant qu'expert français d'un institut. Ifremer Voilà. et consorts. Voilà. Donc, j'avais un statut officiel qui me permettait d'avoir l'accès aux politiques. Et j'étais plutôt surpris en bien par la compétence, l'intérêt, la volonté de bien faire de la plupart de ces hommes politiques. On a l'habitude souvent de dévaloriser ces rôles-là en disant que ce sont des rôles un peu de façade et qu'en réalité, ils n'ont pas beaucoup de prise sur les choses. Moi, j'ai pu constater que dans beaucoup de pays, convaincre un ministre, c'est vraiment utile. Surtout qu'ils sont souvent en place pour assez de temps pour vraiment mener une réforme et soutenir quelque chose qu'ils estiment juste. Je vais vous donner un seul exemple. Après avoir quitté mon poste en Tunisie, comme j'avais une bonne expérience des milieux locaux, il a été décidé de développer la coopération dans ce domaine-là, en sciences marines, entre la France et la Tunisie. Très bien. Donc, un accord bilatéral, en partie payé par l'Europe, etc. Parfait. Donc, comme moi, j'étais le local de l'étape, si je puis dire, eh bien, on m'a demandé de m'occuper de cette coopération. D'emblée, j'ai pu avoir accès au secrétaire d'État chargé de la recherche et le convaincre du bien fondé de se lancer dans une opération assez ambitieuse. En quoi est-ce qu'elle était ambitieuse? C'est que, surtout, j'ai demandé un programme sur 5 ans, alors que d'habitude, c'est des programmes sur 3 ans. Et j'ai pu argumenter sur le fait qu'en 3 ans, on n'a pas le temps de faire grand-chose, et en 5 ans, on peut vraiment avoir des résultats. Alors, on m'a demandé pourquoi. Je dis parce que si vous voulez élever le niveau général de nos partenaires, il faut pouvoir inscrire des thèses. Et une thèse, ça prend 3 ans, plus l'année pour trouver le financement. Donc, vous voyez qu'en 3 ans, on ne peut jamais faire de thèse. Alors que là, on peut en inscrire au sein du programme. Deuxièmement, c'est compliqué. On part de très simple comme système. Et puis, il faut laisser le temps aux personnes de s'apprivoiser. Donc, au départ, les Tunisiens voulaient 30 projets en parallèle. Les Français en voulaient 3. Donc, on a fait un compromis à 10. Donc là, évidemment, je me suis démené dans tous les sens pour qu'il y ait des binômes qui soient créés. Un Français, un Tunisien, systématiquement, pour chacun des 10 projets. Et une année sur 2, les Français allaient en Tunisie, les Tunisiens en France. Ce qui était très important pour cette connexion et la création de confiance mutuelle. J'ai pu mettre en place aussi, avec l'aide de toute l'équipe qui était sur place et qui me faisait confiance, puisqu'ils me connaissaient. Et à partir du moment où on a dit « j'ai travaillé avec vous 3 ans en Tunisie », eh ben, ils vous adoptent. Et ça, c'était un atout énorme. Je n'étais pas un expert extérieur. J'étais vraiment, finalement, chaque équipe, l'équipe France et l'équipe tunisienne, me considéraient de leur côté. Et donc, on a pu mener à bien ce travail pendant 5 ans. Et 80% des objectifs ont été atteints. Ce qui était tout à fait inhabituel dans le score des coopérations menées dans le domaine scientifique. Et au point que j'ai été convoqué par le Quai d'Orsay pour dire « expliquez-nous comment vous avez fait, parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe ». Et surtout, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on a pu, grâce à ce temps long, former des gens et développer une expertise locale, alors qu'avant, les banques de développement ne voulaient pas financer l'aquaculture. Elles attendaient qu'un expert français puisse dire « oui, c'est bon, ça peut marcher, etc. » Et moi, j'ai dit « mais c'est pas normal, il faut développer une expertise locale pour que les Tunisiens puissent être maîtres de leur propre développement. » Et donc, au bout d'un moment, eh bien, ce sont des experts tunisiens qui ont conseillé le développement. Et aujourd'hui, l'aquaculture tunisienne représente 20 000 tonnes, alors qu'à l'époque où on a démarré ça, elle représentait 1000 tonnes. Quel est, parmi les objectifs, celui qui est le plus significatif qui a été atteint? Celui-là, déjà. Oui, je trouve 20 000 tonnes sur la table, c'est pas mal. Alors ça regroupe tous les objectifs, j'imagine. C'est la résultante. Voilà. C'est l'effet final recherché, comme disent les militaires. Donc, mais surtout, on a pu avoir ces 20 000 tonnes parce que derrière, il y avait une équipe de recherche-développement bien équipée, avec une écloserie moderne, avec des gens bien formés, crédibles vis-à-vis des pouvoirs publics, comme des investisseurs. Ben, c'est pas mal. Alors, nous allons faire un arrêt au cours de l'émission comme traditionnellement et repasser la parole à Benoît qui pourra intervenir à l'instant. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs.
Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous nous retrouvons en direct dans le studio de Radio Courtoisie au Libre Journal des entrepreneurs, où nous avons le grand plaisir de recevoir Denis Lacroix, qui nous partage son aventure personnelle, entrepreneuriale, scientifique. Et peut-être que maintenant, eh bien, nous allons nous intéresser justement à ces grands sujets de prospective. Peut-être pour commencer, dites-nous selon vous, selon ce que vous avez vu du vaste monde, selon vos recherches, quels sont les 3, 4, 5 plus grands défis ou risques auxquels est ou sera confrontée l'humanité dans le siècle à venir? C'est une petite question, je vois. On pourra détailler après. Mais justement, sur la base de ce que vous allez nous dire, nous pourrons évidemment rebondir et approfondir tel ou tel point. Alors, c'est effectivement, on peut considérer qu'on part d'un phénomène fondamental, c'est l'accélération de tous les process en cours. Pendant longtemps, je dirais, l'évolution, tant sur le plan de l'environnement, de l'économie, des sociétés, etc., elle était relativement lente. De génération en génération, on se transmettait des compétences et on pouvait bénéficier de l'expérience acquise sur 1, 2, voire 3 générations. Et aujourd'hui, l'accélération des phénomènes en cours, et notamment via les technologies, fait que les sociétés évoluent très vite, les économies aussi, et les pressions sur l'environnement n'ont jamais été aussi fortes. Donc ça, c'est le cadre général de ce qui se passe. On dit, bon, c'est logique, hein, on a d'autant plus besoin d'anticiper l'avenir que les choses s'accélèrent. C'est comme une voiture qui roulerait dans la nuit. Si elle accélère, elle a besoin que les phares éclairent de plus en plus loin. Ça paraît du bon sens. Eh bien, en prospective, je dirais, c'est le moteur c'est la justification essentielle de l'utilité de la prospective, c'est anticiper les crises parce que ça permet de réduire les coûts et de ne pas être en état de sidération quand les événements arrivent. Alors, quelles sont les grandes forces à l'œuvre? La toute première, je dirais, c'est l'environnement. Aujourd'hui, le changement climatique est une réalité prouvée scientifiquement. Elle est d'origine anthropique, c'est prouvé scientifiquement. Pour moi, il n'y a plus de débat là-dessus, même s'il reste quelques personnes qui sont dans le doute. Mais malheureusement, on doit l'admettre, hein, ce changement, il est à l'œuvre et il est en accélération. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être surveillé de près. C'est le cas. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui des connaissances de plus en plus précises sur ce qui peut arriver grâce à des systèmes de modélisation de plus en plus sophistiqués. Et donc, ça nous aide à baliser un peu les futurs possibles en matière d'environnement. Le deuxième élément, c'est celui de la technologie. Parce qu'aujourd'hui, on le constate tous les jours, hein, les technologies sont en train de bouleverser tous les aspects de la vie, et notamment le monde du travail et de l'économie. Hein, il y a beaucoup d'articles qui paraissent sur est-ce que l'IA, c'est un atout ou une menace par rapport aux emplois? À quelle vitesse les emplois qu'on considérait comme relativement protégés vont-ils être remplacés, y compris parmi les cols blancs, hein. Donc la technologie, il se pose de manière de plus en plus aiguë le fait elle peut être utile si on en garde la maîtrise, le contrôle, mais est-ce qu'on est capable d'en garder la maîtrise et le contrôle? Voilà. Donc ça, c'est un point très important. Puis le troisième, je dirais, c'est celui de la gouvernance, au sens large du terme. Donc la gouvernance, c'est la manière avec laquelle nous allons gérer au mieux le village global, comme on dit, hein. Ce village global qui est devenu une terre mondialisée de facto par l'économie, qui a en ses mains, je dirais, l'évolution même de l'environnement. L'environnement, évidemment, c'est quelque chose qui appartient à l'humanité tout entière, hein. Les deux grands fluides de la Terre, qui sont l'air et l'eau, ignorent totalement les frontières, hein. Et donc, comment est-ce qu'on les gère? Alors, autant les gens comprennent très bien, par exemple, qu'on est une organisation météorologique mondiale, parce qu'on ne peut pas
gérer le climat simplement à partir de ses frontières. Il faut savoir ce qui se passe en amont du vent dominant et de l'évolution générale du climat. C'est quelque chose qui est forcément global. Les océans, c'est la même chose. Or, on n'en a pas tout à fait la même approche, puisque certains pays considèrent que la haute mer, elle peut être exploitée sans tenir compte des avis de la communauté internationale. Donc, vous voyez, il y a ces éléments-là. Et puis, deuxièmement, si on veut garder la capacité de maîtriser l'évolution du climat, il faut que ce soit un effort collectif des activités humaines. Et là aussi, c'est tout un enjeu considérable. Et pour éviter d'arriver à des situations qui soient dramatiques, avec notamment des tensions internationales liées à des migrations massives qui viendraient de l'inhabitabilité de certaines régions du monde, c'est bien là aussi un travail collectif qui doit être mis en avant. Donc, je dirais que les 3 forces majeures à l'œuvre qui sont en train de faire évoluer de manière très globale, pour répondre à votre question qui est très générale, c'est bien ces 3 éléments, le changement global, les technologies et leur maîtrise, et la gouvernance globale des sociétés humaines. Alors justement, laissons peut-être de côté la technologie et la gouvernance parce que ce sont des questions moins directement scientifiques, vous en conviendrez. Et là, on pourrait avoir plein d'interrogations. Je lisais un article, c'est juste pour la parenthèse, qui indiquait que alors que l'IA et ChatGPT en est à sa 4e année de diffusion, et où tout le monde s'accorde à dire que c'est le taux d'acceptation et de diffusion d'une technologie la plus rapide de l'histoire de l'humanité, l'effet sur la productivité, notamment américaine, puisque ce sont eux qui concentrent plus de 50 à 60% des investissements en milliards de milliards, eh bien on ne le voit tout simplement pas dans les gains de productivité des 4 dernières années. Les performances ou les absences de performances passées ne préjugent pas des futurs, c'est l'économiste qui parle, mais ce n'est pas inintéressant. Mais revenons justement à ces questions d'environnement, et donc affinons, là aussi, quels sont selon vous les grands enjeux, les grands risques en matière environnementaux que, au cours de votre longue carrière, vous avez pu déceler sur terre ou sur mer? Alors là, on touche à quelque chose de tout à fait d'extrêmement complexe. Le système, l'écosystème Terre est d'une extraordinaire complexité, évidemment. Ne serait-ce qu'au plan du vivant, juste pour vous donner un ordre de grandeur, on a Homo sapiens, c'est une espèce parmi 1,5 million d'espèces identifiées. Mais on en découvre tous les jours. Donc les estimations vont de 50 à 50 millions d'espèces. Donc, vous voyez, et quelles sont par exemple les espèces que nous ne connaissons pas? Où sont-elles et pourquoi ne les connaissons-nous pas malgré tout ce qui nous apparaît pour nous comme un monde qui depuis de longues décennies maintenant, voire siècles, apparaît comme fini par rapport au Moyen-Âge et à la Renaissance où il y avait encore des choses à découvrir? C'est vrai, mais à l'époque, on s'intéressait, je dirais, à ce qu'on voit, Oui. des grosses bestioles. Oui, En fait, là, on parle de tout petits organismes voilà, marins. l'infiniment petit. En fait, la plus grosse biomasse mondiale, elle est dans les océans, elle n'est pas visible à l'œil nu. Donc, le puits de carbone, un des puits de carbone les plus importants sur Terre, c'est la mer, avec la biomasse phytoplanctonique qui absorbe 40% du CO2 émis par l'homme. Donc c'est un service énorme qui est rendu par la mer. Mais personne ne voit le plancton. Évidemment, on le voit à partir de satellites. Ça fait des taches vertes sur l'océan. Et puis ça bouge dans tous les sens, ça monte, ça descend, etc. C'est très complexe à étudier. Donc ces espèces sont encore à découvrir, et notamment dans le milieu marin. Voilà, on a tous les jours, je dirais, un coup de pelle au fond de l'océan. Et ben vous remontez des espèces qu'on ne connaissait pas. On explore, on connaît à peu près bien, on a cartographié correctement 5% du fond de l'océan. On connaît beaucoup mieux, on a mieux cartographié la surface de la Lune que les fonds marins. Donc vous voyez, ça rend modeste. Et les fonds marins, je rappelle, c'est 70% de la surface de la Terre. Oui. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et n'oubliez pas que c'est aussi une épaisseur. Nous sommes des terriens, on parle du plancher des vaches. C'est vraiment ça. On a l'habitude d'une vision tabulaire du monde. C'est une surface. En réalité, dans 2 grands milieux, son milieu, l'atmosphère, la colonne atmosphérique, il monte environ à 10 km d'épaisseur, et puis les fonds des océans, profondeur moyenne des océans, 3,5 km, avec des fosses qui descendent jusqu'à 11 000 mètres. Donc, c'est une épaisseur.
Et on a du mal à raisonner dans un volume, nous les terriens. Or, dans ce volume, il se passe énormément de choses. Notamment, il y a beaucoup de matière organique qui circule. Il y a des échanges de chaleur absolument vitaux pour notre planète. Puisque pour faire très simple, on a à la fois un climatiseur et un radiateur avec la mer, puisqu'elle redistribue l'air, les eaux chaudes en excès des zones tropicales vers les latitudes nord, ce qui nous permet d'avoir un climat tempéré. Exemple, le Gulf Stream, etc. Voilà, exactement. Et également évacuer le froid excessif sous les océans par un cycle qui fait à peu près 40 000 km de long et qui dure 1000 ans. Donc vous voyez, si on perturbe ce cycle, c'est parti pour longtemps. Donc il ne faut pas trop jouer aux apprentis sorciers avec ça. Alors on a parlé notamment de ralentissement du Gulf Stream. Alors aujourd'hui on observe des perturbations, mais on ne sait pas si elles sont vraiment dues au changement climatique ou à des variations annuelles ou pluriannuelles. Donc c'est surveillé d'assez près. Et donc, si on revient, selon vous, justement, dans cet environnement, dans cette nature sur lequel nous intervenons, quels sont, justement, sur Terre et sur mer, les risques, les menaces que vous avez identifiées, qui vous semblent pour vous vitales, sur lesquelles vous pensez qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on travaille ? Alors, le tout premier, qui est le plus spectaculaire, c'est celui de la température. Bon, la température s'élève. On le sait, ça s'accélère. Les projections qui ont servi de base aux travaux du GIEC montrent que on espérait avoir 1,5 degré. Oui, le fameux 1,5. Le fameux 1,5. On sait aujourd'hui qu'on n'est pas sur cette trajectoire. On va plutôt vers quelque chose qui serait autour de 3. Mais ça peut être plus. Ça va dépendre. Alors pourquoi est-ce que souvent j'entends la critique si vous avez des fourchettes aussi larges, vous les scientifiques, ça veut dire que vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. Non, c'est deux choses différentes. Voilà. Mais la question, c'est plutôt, plaçons-nous, hypothèse de pensée, dans le fait qu'on est à 3 ou 4 degrés, on va dire quoi, 2070 ? Non, on vise généralement 2100. Ouais, 2100. Le chiffre de référence, c'est toujours 2100. Bon, 2100, bon. En quoi le monde est-il moins vivable qu'il ne l'était, par exemple, pendant l'optimum climatique du Moyen-Âge ? C'est un peu ça la question, pour l'homme de la rue. Donc moi, je ne sais pas répondre à la question. D'accord. J'aurais tendance à dire, il y aura des gagnants et des perdants. Et encore des gagnants et des perdants. Est-ce que c'est mieux d'avoir plus chaud ou plus froid ? Ça dépend. Si c'est pour vendre des remontées mécaniques en montagne, c'est moins bien. Si c'est pour augmenter les terres cultivables et faire de la vigne en Angleterre, même si j'y suis très opposé, c'est forcément mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois. Les choses sont... Vous avez rappelé, nous sommes dans un environnement d'une infinie complexité qui doit nous rendre très modestes. Oui, alors, le problème de la température, c'est que on va vers quand même des variations qui sont équivalentes en température moyenne à celle d'une glaciation. C'est-à-dire, si c'était en moins, on irait vers une glaciation importante. Et si c'est en plus cette température, on va vers une déglaciation. Donc, c'est des variations considérables. Deuxièmement, nous, on a un point de vue de pays tempéré, dans lequel, en plus, on a des montagnes. Donc, on n'est pas tellement angoissé par ça. Et puis, on n'est pas touché non plus par une humidité excessive. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des zones qui vont devenir létales pour l'homme, dans la mesure où il y aura à la fois une augmentation de la température et une augmentation de l'humidité. Pourquoi ? Par exemple, dans quelle zone équatoriale ? Toute la ceinture équatoriale, c'est ça, oui. Pour faire simple, l'Indonésie, par exemple, 200 millions de personnes vont être touchées. Le Bangladesh, les Philippines, la Bangkok, beaucoup de capitales importantes seront touchées par ça. Mais pourquoi 3 degrés de plus changent les choses ? Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, je suis allé en Inde à Pondichéry. C'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment été gêné par la chaleur. C'était en été, parce qu'il y avait la conjonction, en effet, de cette humidité et de cette chaleur, et surtout qui ne diminuait pas la nuit. Or, je déteste la climatisation, je tombe malade. Mais il y aurait eu 3 degrés de plus ou 3 degrés de moins, ça n'aurait pas tellement changé. Car d'ailleurs, durant le séjour, il y a eu 3 degrés de plus ou 3 degrés de moins à la même heure. Donc, c'est là où j'ai du mal à comprendre pourquoi pour le vivant homme, en tout cas, peut-être c'est différent pour d'autres espèces, pourquoi là ça pose un problème. J'avoue que je n'arrive pas à me le représenter. Alors, il faut raisonner de manière très globale. C'est-à-dire que le seuil de résistance, notamment pour les personnes fragiles, je pense notamment aux personnes âgées, les risques de déshydratation,
ce qui est paradoxal, mais quand il fait très chaud, Oui, oui. eh ben, on transpire. Et si on ne peut plus transpirer parce qu'il y a 80% d'humidité, j'ai pu vivre ça aussi pendant 6 ans en Guyane, où j'ai même connu Oui, 105% d'humidité. C'est pareil en Guyane. C'est épuisant. Bon, quand on est un organisme jeune et on peut s'habituer, mais quand vous êtes des organismes fragiles, avec des pathologies par exemple pneumologiques ou des personnes âgées, ça peut être létal directement. Mais il y a l'immense développement quand même des technologies de l'habitat avec justement la climatisation qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je n'aime pas, mais parce que c'est le confort du confort de pouvoir s'en passer. Oui, alors tout le monde n'a pas accès à la climatisation. Ce qu'il faut voir, c'est ça. Et notamment dans de très nombreux pays, notamment des pays où il n'y a pas d'électricité. Oui, Indonésie, donc, Inde. Et donc, dans ces cas-là, il y a vraiment un problème de santé publique à une échelle énorme. Bon, 1-2 degrés, passe encore. Mais si ça monte à 3, voire plus, là, il y a des zones qui deviennent carrément inhabitables. Donc, à ce moment-là, le paradoxe, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que et même dans les pays où ils sont secs, si vous voulez, vous pouvez tenir jusqu'à 45 degrés. Bon, après, quand vous passez à 50, ça devient extrêmement difficile. On a vécu, j'ai habité longtemps en Occitanie. Il y a 3 ans, le record de chaleur en France est de 46 degrés à Gaillargues-le-Montueux, à côté de Lunel, à côté de Montpellier. On ne pouvait pas monter dans une voiture qui était à l'arrêt, quoi. Il fallait absolument la déplacer, la mettre à l'ombre, sinon on ne pouvait pas toucher le volant. Donc la France va être concernée par un climat comme l'Andalousie. L'Andalousie aura le climat du Maroc. Donc, et les espèces le montrent bien, les espèces montent vers le nord à une vitesse moyenne d'environ 6 à 8 km par an. Alors précisément, Denis, vous allez être poussé un peu dans vos retranchements par une question d'un auditeur qui a pour objet le changement climatique prouvé scientifiquement. Et vous l'avez dit, pour l'auditeur, la science, c'est un débat permanent. Alors comment peut-on objectivement rationaliser cette approche scientifique pour avoir comme conclusion qu'il y a ce changement climatique? Comment est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs, vulgariser de façon à ce qu'ils soient conscients que cette approche scientifique qui permet de constater ce changement climatique est bien réel? Alors, les scientifiques, ils travaillent à partir de faits mesurables, observables. Et n'importe qui, dans n'importe quel pays, peut dire, moi, j'ai observé quelque chose d'autre. Donc, à ce moment-là, on vérifie si ces données sont vraies et on regarde si on peut les intégrer dans le modèle. Donc, je dirais, un scientifique, il n'a pas d'état d'âme. Si on lui démontre que la théorie qu'il a développée est inexacte, eh bien, il peut en changer parce que ce n'est pas subjectif, c'est objectif. Donc, ce n'est pas lié au sujet. Alors, la communauté scientifique, depuis, disons, grosso modo, un demi-siècle, s'intéresse à ça. Donc, on a aujourd'hui des systèmes de capteurs à peu près partout, puisque depuis les satellites qui peuvent mesurer des températures de surface, par exemple, jusqu'évidemment toute la surface de la Terre, où il y a énormément de stations météo, jusqu'à l'océan, où il y a à peu près 6000 bouées qui plongent et qui vont mesurer régulièrement la température moyenne des océans sur pratiquement 3000 mètres d'épaisseur, et qui remontent. 6000 qui communiquent en permanence des millions de données. Donc quand on dit par exemple... Voilà, des données, on en a des milliards et des milliards à peu près partout, dans tous les milieux. On mouline tout ça. Et le résultat, il est qu'il y a un consensus scientifique complet aujourd'hui sur le fait que, 1, la température moyenne sur la Terre est en augmentation, que 2, c'est bien lié aux activités humaines, puisqu'on a pu démontrer le lien avec l'augmentation de CO2 comme gaz principal, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le méthane et d'autres gaz, mais principalement le CO2, dans la haute atmosphère. Et ça, on a pu le corréler de manière extrêmement précise en regardant ce qui s'est passé au cours des, pour faire simple, 800 000 dernières années. Comment ? En observant dans des carottes de glace en Antarctique la composition qu'il y avait dans des bulles d'air emprisonnées dans la glace, et on a pu corréler de manière extrêmement fine la concentration en CO2 dans ces bulles de glace et les glaciations successives. Donc les variations grosso modo de plus 5 à moins 5 degrés de la température moyenne de la Terre, ont été corrélées parfaitement avec la teneur en CO2 de l'atmosphère et les élévations de température. Alors on est entièrement d'accord, on ne va pas faire un débat évidemment sur le réchauffement climatique,
Certains scientifiques disent qu'en réalité, cette corrélation est juste, mais ce n'est pas l'un qui précède l'autre, mais l'autre qui précède l'un. C'est-à-dire qu'en fait, la concentration en CO2 suit le réchauffement et non pas le précède. Mais on ne va pas rentrer dans un débat, je n'en suis pas capable. C'est en tout cas... c'est intéressant comme que Alors, vous réagissiez par rapport à ça. Une phrase. Ouais. Une phrase pour... effectivement, c'est un argument de logique. La grosse différence qui est que si on était dans un cycle naturel, on aurait une oscillation régulière. Or là, actuellement, alors qu'on devrait depuis normalement... 150 ans, en fait, depuis Voilà. l'ère industrielle. Et là, on s'échappe complètement de la courbe. Et la seule chose qui a changé, c'est c'est la l'activité. consommation. Hein. Depuis la révolution industrielle, je dirais, on a consommé des centaines de millions de tonnes de CO2 qui avaient été fixées au cours des ères géologiques précédentes, notamment la période du Carbonifère, le bien nommé, et on les restitue de manière massive en très peu de temps. C'est tout à fait normal que le climat réagisse de manière relativement rapide, à cet apport massif de CO2 qui n'est pas naturel. Voilà, donc on n'est pas du tout dans un cycle géologique. Grosso modo, les glaciations, c'est tous les 20 000 ans. Quoi. Bon, là, en 150 ans, on évite l'entrée dans une glaciation, quelque chose qui dysfonctionne. Quoi. Et alors, je voudrais rajouter aussi quelque chose de très important, c'est que le gros de la consommation des carburants fossiles, il est le fait des pays industriels développés du Nord, pour faire simple. Enfin, il était, puisque maintenant, ça s'est complètement inversé. Nous avons nous sommes totalement neutres en carbone quand la Chine est un pollueur majeur. Oui, alors on n'est pas neutre en carbone, malheureusement. Non, pas encore. On fait des efforts. On est vraiment, en tout cas sur la production énergétique, on est neutre en carbone. Oui, mais la France est un peu un pays à part parce que... D'accord, mais qu'on ne vienne pas nous dire que nous contribuons au réchauffement, en tout cas s'il est dû à cet effet de serre, puisque nous ne rejetons qu'une partie très infime, surtout par rapport à notre taille, par rapport à d'autres pays, et principalement les États-Unis et la Chine. Oui, mais grosso modo, ce qu'il faut voir, c'est l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère depuis 150 ans, c'est quand même dû aux pays du Nord. Parce qu'aujourd'hui, on ajoute effectivement à peu près 35 gigatonnes par an, mais sur le stock qui a été accumulé dans la haute atmosphère, c'est quand même issu de grosso modo du développement des grands pays industriels, dont l'Europe, bien sûr. Première puissance industrielle. Est-ce que vous considérez que ce CO2 ne se recycle pas, ou en tout cas pas tout à fait, et donc il y a une sorte d'accumulation de dettes, en quelque sorte écologique, entre guillemets. Oui. D'accord, je vois l'expression. Oui, et malheureusement, ce n'est pas un cycle court. Donc, ce qu'on accumule finit par contribuer à l'effet de serre. Alors, c'est remplacé, c'est même augmenté régulièrement. Donc, il faut être prudent avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, grosso modo, c'est quand même l'industrie des pays du Nord, l'OCDE, qui fait que ce n'est pas l'Afrique qui contribue au bilan carbone du monde. Alors ça, c'est donc pour vous la première menace majeure. Autre sujet pour vous Alors, je voudrais y rester un tout petit peu sous un angle. On n'a pas beaucoup de temps, donc si on fait un débat sur le réchauffement, ça va être un peu compliqué. Il y a d'autres, je pense, enjeux écologiques et j'aimerais bien entendre notre invité à ce sujet. Oui, mais je voudrais quand même repositionner quand même l'échange d'une manière un peu plus vulgarisatrice. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont échangés qui nécessiteraient d'être expliqués. Aujourd'hui, globalement, si on est un peu binaire, on a l'apparition des mouvements écologiques depuis une quarantaine d'années, progressivement, qui ont agité leur drapeau, leur petit drapeau autour de tout ce qui est vert, et souvent d'une manière très inefficace, parce que rattaché à des orientations politiques exclusives. Alors qu'effectivement, si ce problème avait été traité d'une autre manière, il y aurait eu probablement beaucoup plus de prise de conscience par rapport à ça. Et puis, du coup, par réaction, il y a un certain nombre d'autres personnes qui vont dire, écoutez, c'est très simpliste comme approche, et donc, c'est pas aussi vrai que ça, et on peut contester finalement ces évolutions, parce que, et finalement, quand on creuse le sujet, derrière la partie émergée de l'iceberg, il y a beaucoup d'autres explications. Et quand on prend beaucoup de recul par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas uniquement ce qui est revendiqué par ces mouvements politiques. Alors, c'est pour ça que je voulais repositionner un petit peu le débat, parce qu'on est quand même sur une radio d'opinion, et c'est bien de l'aborder aussi d'une manière, de cette façon-là. On a souvent l'occasion de l'aborder sur la partie opinion, c'est pour ça que je voulais rester sur la partie purement scientifique et d'interroger librement un scientifique qui nous partage ses vues. Alors, petite parenthèse quand même sur la partie
plus politique, et on la referme aussi rapidement pour que Hugues ait sa réponse. Une réponse assez courte. Toute observation peut être instrumentalisée au plan politique dans tous les sens, mais de toute manière, pour nous, la communauté scientifique et la communauté prospectiviste, que j'espère qu'on va parler aussi un petit peu de ces projections. J'aimerais y venir. Voilà. Eh bien, on ne peut pas ne pas, prendre en compte, je dirais, les conséquences de ces choix. Hein, on dit que la vraie responsabilité n'est pas celle des intentions, mais celle des conséquences de ces choix. Et ça, à mon avis, c'est très important. Il faut être capable d'inscrire des actions politiques au sens noble du terme, sur le long terme, de manière à anticiper ce qui va se passer. Et comme dit très joliment le GIEC, en conclusion de son dernier rapport, il faut gérer éviter l'ingérable afin de gérer l'inévitable. Je répète parce que tous ces mots sont très importants. Éviter l'ingérable afin de pouvoir gérer l'inévitable. Si l'inévitable, c'est plus de degrés, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, juste ce qui vient à l'appui de ma question, deux remarques d'auditeurs. La première, merci pour votre émission. J'aimerais savoir quelle école a fait Monsieur Denis Lacroix. Donc, vous l'avez dit au début de l'émission, il a fait l'école d'agronomie de Rennes, avec la spécialité sur le monde marin d'océanographie. Paris, initialement. Voilà, donc je rappelle cette information. Et puis, une question un peu plus incisive, alors très incisive, je vous le livre tel quel, mais ça correspond à la question que j'ai posée juste auparavant. Ouh là là, jusque-là, ça allait bien, mais quand j'entends réchauffement climatique d'origine anthropique, village global et GIEC, il me vient une question, avez-vous été racheté par le WEF ? Je suis un peu étonné de la question. C'est la question. Oui, je prends la question. Non, j'ai racheté par personne. Moi, j'ai une approche, je pense qu'on parlait le plus objectif possible. De la radio. Voilà, donc là, on part de données. On regarde quelles sont les explications menées par différentes écoles, des écoles de pensée, des centres de recherche, les grandes universités, tout ça, c'est un monde dans lequel il y a des milliers de chercheurs qui sont consultés. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de mouliner des centaines de milliers de publications en temps réel. Donc, la qualité de l'information est très élevée. Quand je dis que le réchauffement climatique, il est maintenant démontré qu'il est d'origine anthropique, je n'énonce rien de révolutionnaire. Maintenant, c'est démontré. Donc après, il y a des interprétations qui sont plus compliquées sur les évolutions des écosystèmes, par exemple, en lien ou pas avec le changement global. Est-ce qu'il risque d'y avoir des effets de seuil, par exemple? Ça, c'est quelque chose de très important. À partir de quel moment un écosystème est tellement perturbé qu'il va basculer dans un autre équilibre et qu'on franchit des seuils d'irréversibilité? Alors ça, à mon avis, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte, parce qu'on a l'habitude de raisonner comme si la nature nous rendait les services habituels que l'on voit. Par exemple, à partir de quel moment, par exemple, la destruction des insectes va affecter la vie des oiseaux? Or, les insectes sont pollinisateurs, on en a bien besoin, pas seulement parce qu'ils font du miel, mais de manière plus globale. Il y a beaucoup de services rendus par la nature que nous, on ne voit pas. Et d'ailleurs, je donne un exemple tout simple, les inondations considérables qu'il y a eu au cours de ces récentes semaines. La plupart du temps, les reportages qui sont faits sur le terrain démontrent que c'est parce qu'on a abandonné l'entretien de zones humides, par exemple, ou qu'on a déplanté des forêts ou des sommets de collines, etc., que les bassins versants se sont transformés en accélérateurs finalement de crues. Et donc finalement, la cause, elle est bien anthropique là. Avant, la nature régulait beaucoup mieux les apports massifs d'eau. Et alors là, j'insiste sur le fait que parmi les éléments que vous avez cités tout à l'heure, quels sont les gros éléments qui vont changer? Notamment le fait qu'il va y avoir plus d'eau, mais moins souvent. Dès qu'on augmente d'1 degré de plus sur la Terre, il y a 7% d'humidité de plus dans l'air. 7% de plus de pluie ou de neige, potentiellement sur les continents. Mais en même temps, vous allez avoir un contraste plus fort entre les étés plus secs et plus longs et les hivers plus doux et plus pluvieux. Donc comment est-ce qu'on régule ces écarts? Si vous avez une augmentation, disons, de 2 degrés, ce qui est le probable à l'échelle du siècle, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on reste là, ça veut dire 14% en plus. Ça fait beaucoup.
Donc ça veut dire qu'en fait, Et les 14% non linéaire, bien sûr, vous venez de le C'est dire. ça, c'est ça. Et en plus du fait que, lié à la fonte des glaciers et à la dilatation thermique des océans, le niveau de la mer va monter. Ah oui, ça c'est un sujet Donc le point bas de des vos- fleuves va monter. Donc ça veut dire que les fleuves ne pourront plus, notamment en pleine marée haute, eh bien, il y a des grands fleuves qui ne peuvent plus s'écouler. Les Pays-Bas sont le pays d'Europe le plus vulnérable. Pourquoi ? Parce que à la fin du printemps, il y a 3 grands fleuves qui se déversent au niveau de Rotterdam et au sud. Le Rhin, la Meuse et l'Escaut, un débit de 24 000 mètres cubes à la seconde. Mais quand vous êtes en fin de marée haute, la mer du Nord est tellement élevée qu'on ne peut pas évacuer l'eau. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh ben, on dépolderise actuellement une partie des Pays-Bas pour pouvoir stocker cette eau. Et ce volume va augmenter avec le temps, en plus du fait que le point bas que constitue la mer va monter, on estime, entre 50 cm et 1,50 m d'ici la fin du siècle. Vous imaginez ? La mer partout va augmenter de 1 mètre à 1 en mètre moyenne, 50. oui. Donc vous imaginez ce Donc que ça représente ? Alors oui, alors on n'imagine pas forcément, mais alors justement, faisons un peu de prospective. Qu'est-ce que tout cela signifie pour notre monde, pour notre planète Terre, à horizon 2100 ? Ça veut dire des phénomènes d'abord qui ont une forte inertie. On n'arrête pas ça du jour au lendemain. Donc il faut en tenir compte, donc anticiper. Deuxièmement, c'est encore sous le contrôle de la gouvernance, je dirais, de l'humanité. On a encore le choix entre s'arrêter à 2, puisqu'on sait qu'un 5, c'est hors d'atteinte, ou au contraire de prendre des risques d'aller bien au-delà. Donc, mais ça va dépendre de décisions humaines, de la transition des fossiles vers les énergies renouvelables, par exemple, des habitudes de consommation, des comportements individuels, de beaucoup d'éléments qui font qu'on va vers des situations qui seront plus difficiles à gérer en fonction de l'adaptation. Alors, il y a toujours, concernant par exemple la montée du niveau de la mer, il y a grosso modo deux grandes attitudes, c'est protéger ou planifier un repli stratégique. Donc décider qu'il y a certaines zones qu'on cesse de protéger parce que ce n'est pas intéressant sur le très long terme. Donc ça nécessite une réflexion de gouvernance de long terme. Et c'est là où la prospective peut être utile. Elle ne décide pas des choix, évidemment, elle éclaire les décideurs en leur montrant les conséquences de leurs choix. Et ça, à mon avis, c'est l'essentiel. Alors, vous, précisément, vous avez travaillé à plusieurs ouvrages de prospective avec différents rédacteurs. Qu'est-ce que vous avez cherché à montrer à travers ces ouvrages ? Alors, surtout, d'abord de décrire les phénomènes en cours, à partir d'un constat objectif. Quelles sont les dynamiques ? Souvent, on me pose la question, quelle va être la hauteur de la mer devant chez moi en 2100 ? Oui, ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse. Parce que justement, j'ai un petit bungalow, les pieds dans l'eau. Donc, je leur dis, écoutez, il faut regarder, il y a plusieurs dispositifs de simulation de ce genre de choses. Mais surtout, ce qui est important, ce n'est pas la valeur absolue, c'est la dynamique du système. Je vous donne un exemple tout simple. Si je vous disais, écoutez, à 2100, mettons-nous en Camargue ou à l'île de Ré, eh bien, on sera à plus 1 mètre, mais avec un phénomène en décélération. Moi, je signe tout de suite. Oui. Si on me dit, ça sera à plus 50 cm, mais un phénomène en accélération, oui. Alors là, je suis beaucoup plus inquiet. Oui, je comprends. Mais donc, globalement, vous dites que partout dans le monde, le niveau de la mer va monter de 1 mètre à 1,50 m en 2100. 50 cm à 1,50 m. Pardon, 50 cm à 1,50 m. Bon, c'est large, mais eu égard au fait que naturellement, l'humanité, depuis l'Antiquité, s'est concentrée autour, évidemment, des bassins maritimes, qu'est-ce que cela signifie au-delà des Pays-Bas pour l'ensemble des habitants de la planète bleue? Il faut regarder ce que deviennent les zones d'habitation, les infrastructures, il y en a beaucoup, les sites industriels, il y a beaucoup de pétrochimie par exemple qui est au bord de l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est plat. C'est là où arrive le pétrole. Et c'est facile, donc c'est logique. Mais il y a beaucoup d'infrastructures dans le monde qui sont menacées. En France, vous pensez à l'étang de Berre par exemple, on est tout près alors on peut toujours barrer l'étang de Berre et de se protéger contre la mer. Il y a beaucoup d'installations qui sont vulnérables. Et puis des centaines de millions d'habitants.
grosso modo, Oui, il y a une étude... oui, il y a une étude, c'est plusieurs cent. Il y a quoi? 600 millions de milliard, personnes. oui, Ouais, un demi-milliard. Pour faire simple, Qui il y a sont concernés par ce qu'on appelle la montée des eaux. c'est ça. Et pour lequel il faudra prendre une décision. Alors, on peut protéger par des murs, mais jusqu'à un certain point. Ouais. Et Face puis- à la mer, je ne sais pas ce que. Oui, comme Je on pense dit, qu'elle gagne toujours. Hein. on ne fait pas de barrage contre le Pacifique, Oui, voilà. comme disait Marguerite Duras. Et même, par exemple, les Indonésiens ont décidé de déménager leur capitale. Hmm. Jakarta, c'est quand même une mégalopole. Alors, tout le monde ne partira pas, bien sûr, mais bon, c'est la première fois qu'une décision d'une telle ampleur est prise. Je pense qu'on en verra d'autres. Manille, Bangkok, Lagos devront prendre des mesures tout à fait sérieuses pour préparer cette transition. Et pour nous, pour la Mare Nostrum, la Méditerranée. Eh bien, là encore, il y a beaucoup de villes vulnérables, ne serait-ce parce que Mais c'était... question plus générale, c'est Oui. que sera la Méditerranée? Quelle est la prospective sur la Méditerranée pour 2100? Grosso modo, c'est une région qui va se tropicaliser. Donc, on était dans un climat tempéré, chaud, méditerranéen. Et là, on va progressivement passer à un climat de plus en plus tropical, avec l'apparition de maladies à vecteurs, par exemple, qui étaient typiques du Sud et qui sont propagées par l'élévation de température, avec également des changements de climax, enfin de profil de végétaux, par exemple l'apparition de plantes qui étaient typiquement du Sud. On va pouvoir cultiver du sorgho, par exemple, qui était une plante du Sahel. Par contre, le maïs qui consomme beaucoup d'eau risque de partir plus vers le nord. Et puis il y a aussi beaucoup d'espèces, notamment des espèces qui demandent la vie de personne pour se déplacer, des espèces de poissons, par exemple, de mollusques, de crustacés, qui arrivent de plus en plus par la mer Rouge, le canal de Suez, et qui s'installent. Aujourd'hui, on considère que 10% des espèces en Méditerranée, dans la mer, sont en provenance de zones tropicales du Sud. Elles n'y étaient pas il y a un demi-siècle. Sur les 15 dernières années, la température moyenne mondiale a-t-elle évolué et dans quel sens? Sur les 15 dernières années, Oui. alors je dirais, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas la courbe sous les yeux, mais je dirais de quelques 1 à 2 dixièmes de degré. Parce que un auditeur nous dit qu'elle aurait baissé de 0,4 degrés. La température aurait baissé. Ouais, sur les 15 dernières années. Mais dans quelle région? Mondial, le niveau mondial. Moyenne mondiale des températures, nous dit un auditeur, à vérifier, bien sûr. Alors bon, ça dépend. Il faut vérifier. Moi, je demande dans ces cas-là quelle est la source. Bon, c'est tout. On peut observer dans certains cas. ChatGPT va nous répondre. Voilà, sûrement. Ouais. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des travaux de milliers de personnes depuis des dizaines d'années là-dessus, qu'on a à disposition des réseaux d'une grande fiabilité. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller vers l'objectivité des faits. Les scientifiques sont formés à ça, et ne pas mettre d'affect dans ce qu'ils observent. Il y a d'ailleurs certaines régions du monde qui sont en contradiction avec le réchauffement global. Oui, mais bien sûr, mais parce qu'il y a des variations. Mais nous, on parle en moyenne globale. Évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Peut-être pour conclure, parce qu'il nous reste très peu de temps, un dernier enjeu fondamental. Oui, je vais juste rappeler que notre invité est Denis Lacroix, parce que la question nous est posée pour ceux qui prennent l'émission en cours. Et le nom de votre ouvrage, ou de votre ouvrage le plus significatif, Denis, puisqu'il est demandé par les auditeurs. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec l'Alliance des sciences de l'environnement sur la montée du niveau de la mer. Peut-être qu'on peut le montrer à la caméra. Voilà. Donc, d'ici 2100, scénarios et conséquences, avec toute une équipe de chercheurs en lien avec des pays extérieurs, notamment les Pays-Bas. On a travaillé aussi avec le Vietnam. On a travaillé aussi avec une région française qui s'est particulièrement penchée là-dessus. C'est l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, avec une étude qui est justement très intéressante. Et donc, de manière à... je dirais que c'est indispensable d'avoir de la lucidité. On peut avoir des convictions personnelles sur tel ou tel phénomène, etc. C'est tout à fait légitime et recevable. Mais face à des phénomènes qui auront tellement de conséquences sur les sociétés, sur la gouvernance, sur la vie même des gens concernés, on doit essayer d'avoir une approche objective, lucide et déterminée. Et ça, les scientifiques et les prospectivistes sont là pour éclairer la décision publique de manière à ce qu'elle prenne les meilleures mesures possibles.
en tenant compte de contraintes très fortes, évidemment, des problèmes d'investissement, d'allocation de ressources et également de risques. Parce qu'il y a, par exemple, je reprends sur l'exemple du littoral, il y a un plan de prévention des risques, un PPR, sur le littoral. Eh bien, trop souvent, la loi est contournée ou en tout cas édulcorée, ce qui aboutit à des situations catastrophiques comme celle qu'on a connue lors de la tempête de Xynthia en 2003 et qui a fait qu'on a désormais été beaucoup plus attentif sur les zones constructibles dans des zones vulnérables. Denis, il nous reste plus que 2 minutes 30 pour conclure cette émission. Alors, d'habitude, on fait un questionnaire. Juste une question. Est-ce qu'il y a un fait historique qui vous a particulièrement marqué et que vous aimeriez relater ici en conclusion de cette émission ? Ah ben ça, c'est original. Eh bien, écoutez, au débeauté, j'aurais envie de dire, pour servir l'esprit de cette émission, c'est-à-dire la recherche d'un effet stratégique de long terme, la bataille de Salamine, par exemple. En 2 minutes. Eh bien, en 480 avant Jésus-Christ, les Grecs qui sont envahis par les Perses se demandent comment ils vont résister avec leur petite armée face à l'immense armée perse. Et ils font l'analyse que l'armée perse est très dépendante de ses approvisionnements logistiques par la mer. Donc ils se disent, si on arrive à couler la flotte perse, on coupe leur approvisionnement et on va les affaiblir. Donc ils construisent une flotte alors qu'ils n'en avaient pas une. Et ils piègent la flotte perse dans la baie de Salamine et la détruisent. Et grâce à ça, ils acquièrent un atout stratégique majeur. Donc moi, ce que j'admire, c'est l'intelligence des stratèges grecs qui comprennent le phénomène, après l'avoir analysé soigneusement, qui prennent les moyens de pouvoir traiter les causes de leur faiblesse et qui l'amènent à un succès, ce qui leur permet ensuite de rétablir leur souveraineté et de développer la démocratie. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Denis, merci infiniment. Elle a été très appréciée, beaucoup de questions. Malheureusement pour les auditeurs, toutes n'ont pas pu être exprimées. Merci Hugues de ta participation active aux questions scientifiques en particulier. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à chacun et puis à bientôt pour la prochaine émission. Amis auditeurs, à dans 4 semaines.